Le Real Madrid a peut-être enfin trouvé dans cette année 2025 son équipe type à la mi-février. C'est vrai qu'on aurait pu trouver ça en tout cas depuis le début de saison, mais les circonstances avec les formes et les méformes du moment dans l'effectif ont permis à Carlo Ancelotti d'en tirer les meilleures conclusions pour sortir un 11 ultra compétitif qui sera sûrement aligné depuis Manchester City jusqu'à la fin de saison dans les gros matchs, toutes compètes confondues. On a un effectif aujourd'hui qui a trouvé son équilibre, sa stabilité défensive, mais aussi son schéma tactique, ses schémas préférentiels offensivement parlant et qui font en tout cas très très mal aux adversaires. Un 11 qui, je pense, nous permettra d'être non seulement compétitif mais conquérant évidemment, parce que être compétitif c'est bien, mais gagner les gros matchs c'est encore mieux. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ce 11 type, on va le remettre en question, voir ce qui est bien, voir ce qui peut être amélioré, voir en tout cas toute la diversité que ça peut nous offrir sur le terrain dans les deux côtés offensivement comme défensivement, et parler aussi de ce que ça va induire malheureusement directement comme indirectement sur le destin de certains joueurs qui ne peuvent pas trop s'y incorporer ou du moins qui voient leur opportunité être réduite à néant, tout comme Hendrick et Arda Güler qui je pense partiront sûrement cet été face au manque d'opportunités dans le cas où Carlo Ancelotti signerait jusqu'à 2026 ou du moins s'il prolongerait son expérience en honorant son contrat qui va jusqu'à 2026 et donc que Xabi Alonso ne viendrait pas avant cette date-là pour relancer une nouvelle hiérarchie, une nouvelle concurrence, un nouveau schéma tactique, etc. Et en attendant les amis, je vous laisserai vous abonner si vous êtes fan du Real Madrid, du Barça, Atlético ou bref peu importe. Tant que vous aimez la Liga et ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 100 000 abonnés les gars, c'est absolument exceptionnel, un petit rêve d'enfant qui se concrétise. J'ai déjà un trophée sur une autre chaîne, mais là c'est l'occasion d'en avoir un deuxième et pourquoi pas finir la saison en beauté après en tant que supporter du Real et fan de football. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, j'améliore les vidéos petit à petit grâce à vos retours. Du coup merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent et surtout qui s'abonnent. Merci à tous. Le fameux 11 de départ qui à mon sens va remporter tous les matchs et tous les trophées s'il est aligné, qu'on a toujours le même sérieux et la même discipline, à mon sens c'est bien celui-là. Alors je l'affiche ici ou ici, peu importe, mais dans tous les cas pour moi c'est celui-là. Gardien Thibaut Courtois, il n'y a pas de débat. Les latéraux, Ferland Mendy et Valverde. Alors Ferland Mendy, je pourrais même mettre Camavinga à la place parce que Camavinga arrière gauche c'est quand même pas mal, mais quand on voit sa forme du moment où il a même perdu sa place au milieu de terrain, je vois pas Carlo Ancelotti le mettre. Et vu comme Mendy est toujours dans la tête de Carlo dans la hiérarchie et qu'en ce moment il est plutôt pas mal, je dis bien plutôt pas mal, mais c'est pas le plus grand Mendy qu'on a eu en tout cas c'est depuis ces dernières années. Donc pour moi il restera arrière gauche titulaire dans les gros matchs avec la charnière centrale, Rudiger, Raúl Asensio qui là je pense n'a pas trop de débat. On sait que Carlo a eu du mal à mettre Asensio titulaire. Des fois, il avait même envie de remettre Alaba devant lui ou même Tchouaméni devant lui. Sauf que là, Asensio, il a tellement fait des gros matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, que ce soit en Liga comme en Ligue des Champions, que c'est interdit de le mettre sur le banc. S'il me le sort du banc, enfin du 11 pour le mettre sur le banc contre l'Atlético en Ligue des Champions ou dans des gros matchs de Copa del Rey ou de Liga, honnêtement, c'est pas mérité. À moins juste de faire une rotation, mais dans les grands matchs, c'est Asensio, Rudiger que je veux voir. Plus grande complémentarité, les deux se galvanisent, c'est deux animaux sur le terrain qui sont prêts à bondir sur les attaquants, leur couper les ailes et les pocket les uns après les autres, comme on l'a vu contre City et tout. Mais pour moi, il n'y a pas mieux que ça en fait. Rudiger, Asensio, ça doit être indéboulonnable. Je veux pas voir Asensio arrière droit, je veux pas voir Alaba à la place d'Asensio, c'est hors de question. Valverde arrière droit, il se plaît de plus en plus à ce poste. On sait qu'il a même dit en conférence de presse, dans les interviews d'après-match, etc., qu'il était de plus en plus à l'aise et qu'il aimait de plus en plus ce poste parce qu'il a le coffre physique pour faire les allers-retours, il a la qualité de passe pour les centres et aussi pour aller de l'avant sur les relances, il a cette capacité à bien défendre et se projeter tel un latéral très offensif, donc qui peut casser des lignes et tout, et pour moi c'est quelqu'un qui a l'abnégation, qui a le sérieux, la discipline qui nous manquait quand avait Lucas Vazquez, et surtout cette solidité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui déjà au milieu de terrain se faisait rarement passer, et là en défense, il est même doublement attentif. C'est le mec, tu vois, il prend l'information, il lève la tête, il hésite pas à aller au duel, il est quand même costaud, rapide et tout ce que tu veux. Donc pour moi, Valverde, en tant que capitaine et en tant que joueur de maillot, de d'âme, de vestiaire et ce que tu veux et d'équipe, c'est le complément parfait. Et pour moi, il pourrait même remettre en question certaines choses, car dans le cas où Xabi Alonso viendrait, il pourrait pourquoi pas être piston droit. Dans le cas où Ancelotti reste, il pourrait très bien rester latéral droit, le temps que Carvajal revienne à plein niveau. Et ça pourrait même pourquoi pas remettre en question l'arrivée potentielle d'Alexander-Arnold, qui se fait souvent mélanger en première ligue du côté en tout cas de la défense, et qui vraiment, si t'as Carvajal, Valverde,
Alexander Arnold, c'est peut-être pas finalement la solution que tu privilégierais pour revenir. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, Valverde, Mendy, Rudiger, Asensio, pour moi c'est parfait. À côté d'eux, au milieu de terrain, du moins devant eux au milieu de terrain, t'as ce double pivot Tchouaméni, Ceballos. Ceballos, parce que pour moi, c'est ce qui rapproche le plus quand même de Toni Kroos, et on le voit, c'est lui qui cherche le jeu, qui cherche les intervalles, qui vient proposer à ses défenseurs pour être en tout cas la première vague de relance, qui peut être la première rampe de lancement, tu vois. C'est quelqu'un qui joue toujours la tête levée, toujours en mouvement, qui fluidifie vraiment le jeu, et qui a cette qualité aussi dans le jeu long, qui pouvait manquer quand il n'était pas là. Et surtout cette capacité à bonifier ses coéquipiers en les forçant à jouer à 1, 2, 3 touches de balle maximum, aérer un coup à droite, un coup à gauche, et vraiment qui fait extrêmement plaisir. En plus de son côté hargneux pour aller chercher les ballons, les gratter et défendre, où il lâche pas l'affaire, où il déteste être passé, il déteste perdre le ballon, parce qu'en plus il en perd pas beaucoup, et quelqu'un qui résiste sous la pression, etc. C'est absolument énorme. À côté de lui, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois, Tchouaméni, parce que Tchouaméni, son vrai poste, c'est milieu de terrain, c'est pas défenseur, mais c'est quelqu'un, quand tu défends, qui peut se glisser comme un troisième central, qui va parfaitement compenser les montées, soit des latéraux, ou alors les trous un petit peu laissés par les centraux, et qui est vraiment très important. On l'a vu ces derniers temps contre Gérone, et j'en ai parlé dans le podcast avec Chronique Foot et Real France. Tchouaméni, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus cette sécurité au milieu de terrain. On sait qu'il a été mis en défense centrale par la force des choses, mais même quand t'avais Asensio, Rudiger, des fois c'était lui le titulaire. Parce que Ancelotti, avant qu'il prenne la confiance sur Asensio, il avait surtout perdu la confiance en Tchouaméni au milieu de terrain. T'avais Kama, t'avais Modric, t'avais Ceballos, qui étaient meilleurs que lui. Là, aujourd'hui, Camavinga a perdu sa place. Modric, il est là pour être titulaire dans les plus petits matchs et rentrer en cours de jeu dans les gros matchs. Donc ça fait que Modric qui est pas titulaire dans les gros matchs, Camavinga qui a perdu la confiance et Ceballos qui s'est installé. Donc aujourd'hui, le double pivot, avec les 4 fantastiques devant, c'est Tchouaméni, Ceballos. Tchouaméni qui ratisse, Tchouaméni qui va même maintenant, on l'a vu contre Gérone, faire du pressing dans les 20-30 derniers mètres de l'adversaire, qui hésite pas à y aller, qui hésite pas à tacler, qui hésite pas à se mouiller, et en plus à être de plus en plus intéressant dans le jeu avec ballon. Et ça, vous le savez, je l'ai beaucoup critiqué en début de saison, car il ralentissait le jeu, car il prenait trop de temps entre l'information et le geste pour faire la passe. Là, on le voit au milieu de terrain, beaucoup plus libéré, beaucoup moins tendu en n'étant pas le dernier défenseur, mais une des rampes en tout cas de lancement du jeu, plus en étant un des premiers blocs à défendre et pas le dernier bloc à défendre. Et pour moi, c'est hyper important parce que tu le vois plus concentré, tu le vois plus relâché, plus complémentaire avec Ceballos dans les déplacements, là où Camavinga par moment pouvait être un peu foufou, balle au pied et se retrouver parfois hors de position, ou des fois faire des fautes un peu bêtes, ce qui mettait un peu dans la panade Ceballos par moment. Et je trouve que Camavinga, il a du mal à trouver ce rôle tactique qui lui correspond, et je pense qu'il y a que Xabi Alonso qui pourra lui faire passer un palier plus tard. Là où Ancelotti, tactiquement, il a des limites, et il pourra pas faire progresser plus que ça des Tchouaméni, des Ceballos, des Kama, etc. Je pense que dans ce dispositif-là, un peu rigide, la défense renforcé par Asensio, Rudiger, combiné au milieu de terrain de Tchouaméni qui peut compenser partout, et Ceballos qui les aide, et en plus qui les aide à relancer propre, c'est pour moi l'équilibre parfait. On l'a vu contre City, on l'a vu dans d'autres circonstances, et pour moi aujourd'hui, contre un Barça, si tu mets cette équipe-là, tu peux potentiellement prendre l'eau par moment, parce que ça peut arriver, comme n'importe quand le Real est dépassé, mais tu peux surtout avoir cette stabilité. Et quand tu as la stabilité et que tu prends pas des buts bêtes comme avec Vasquez ou Tchouaméni en défense centrale et Vasquez arrière droit, quand t'as moins de trous, que t'as moins besoin de courir, quand tu relances plus propre, que t'es pas dépassé sur les ballons en profondeur, que t'es pas dépassé sur des ballons de la tête et ce que tu veux, bizarrement, tu prends moins de buts, t'es plus stable, tes milieux de terrain peuvent plus travailler efficacement, plus remonter le bloc, et ton équipe offensive, elle peut plus se lâcher, parce qu'elles ont pas l'épée de Damoclès que derrière, en fait, si toi tu marques pas, tu vas forcément prendre un sur la peu l'occasion que tu prends, tu vois. Et c'est normal. Devant, les 4 fantastiques, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, il s'impose par la force des choses. On sait que de base, Rodrigo, c'est un peu le joueur sacrifié. Sauf que Rodrigo, il est tellement fort, et encore que je répète, tellement fort, c'est même immensément fort aujourd'hui, en 2025. Il apporte tout. Percussion, équilibre, défense, parce qu'il défend aussi, et c'est vraiment ça aussi qui est important. C'est qu'il met son ego de côté en sacrifiant parfois ce côté buteur pour être plus à la construction
et à la défense. Et c'est vraiment hyper important pour qu'on ait ce sentiment où les attaquants adverses, les milieux adverses et les défenseurs adverses ne seront pas tranquilles parce que tu en as au moins 2 ou 3 des 4 qui vont revenir défendre, aller chercher les ballons et faire mal en tout cas à cette relance de l'adversaire. Avec un petit semblant de pressing, avec un replacement qui va couper les lignes de passe et c'est ultra important. On voit aussi surtout que Rodrigo penche parfois à gauche, qui pousse justement Kylian et Vinicius à aller dans l'axe du terrain, ou parfois aller à droite. Et on a souvent des permutations comme ça dans le match, on l'a vu contre Gérone, on l'a vu contre City, où maintenant ce n'est plus un est cantonné à un rôle, c'est tout le monde est cantonné à plusieurs rôles, suivant les déplacements, suivant les actions, pour aller demander, pour aller créer, pour revenir en tout cas aider l'équipe, et je trouve que c'est trop bien d'avoir donné cet équilibre et cette liberté en même temps, si bien sûr chacun fait les efforts pour le groupe. Si tout le monde se met à pas défendre, là on va prendre l'autre directement. Si tu peux pas défendre avec 4 défenseurs et 2 milieux de terrain, c'est pas possible. D'où le fait aussi que Jude, en ce moment, comme Thierry Henry lui a dit en interview d'après-match, il est en train aussi de laisser de plus en plus les offensives au trio de tête pour se placer lui plus dans l'axe du terrain et compenser quand il le faut, soit à gauche, soit à droite. Même si maintenant il est plus à gauche et dans l'axe qu'à droite, mais Bellingham aujourd'hui c'est plus stabilisé, tactiquement parlant. Dans ses mouvements, on le retrouve plus dans les mêmes zones du terrain. Et il prend l'initiative quand il faut la prendre, quand il voit que les autres sont un peu en dedans, mais la plupart du temps, il s'occupe de bien défendre, il s'occupe de bien gérer le jeu pour lancer les flèches et après derrière, pourquoi pas, aider à conclure s'ils le font en restant un peu en retrait dans la surface ou se projeter si éventuellement t'as pas de présence dans la surface. Dans le cas où Kylian a décroché, dans le cas où Vinicius est à gauche ou à droite et Rodrigo également. Donc tu vois, Bellingham, il utilise son quotient foot pour aller dans les zones que les 3 de devant, les 3 fantastiques, les 3 trios en tout cas incroyables, ne prennent pas d'espace dans certaines zones. Et franchement, c'est ultra important d'avoir cet équilibre-là. Parce que si Bellingham se mettait à partir à l'abordage de manière à toujours aller dans ses zones préférentielles et pas les zones où il faut aller, bah c'est un peu ça qui nous a coûté des points, c'est un peu ça qui nous a coûté de l'efficacité, c'est un peu ça qui nous a coûté de la fluidité et qui nous a posé bien des problèmes. Pour ensuite revenir défendre où tout le monde devait revenir de 30-40 mètres en sprintant, c'est là où tu perds de l'énergie, c'est là où tu perds du tempo, c'est là où tu perds du rythme et c'est là où surtout tu perds de la lucidité. Tu vois. Donc Rodrigo et Jude sont les 2 parmi les 4 qui mettent le plus leur ego de côté pour défendre, se placer et être surtout en fonction de Vinicius et Kylian, qui tous les 2 combinent de plus en plus. On l'a vu à City, on l'a vu contre Gérone, les 2 se cherchent de plus en plus, les 2 mènent les contres, les 2 par leur vitesse, leur percussion et leur maîtrise de la balle arrivent à faire mal à 2 contre 4, parfois à 2 contre 5, même si Vinicius a raté des contres immondes à 3 contre 2 et à 2 contre 1, mais en attendant, ils se trouvent, ils se cherchent, et surtout, ils arrivent à marquer ensemble, et à s'offrir des passes D, chose qui n'était pas forcément le cas depuis le début, car ils se marchaient dessus, car ils n'arrivaient pas à bien s'entendre. Là, en ce moment, il a fallu de la patience, parce que Vinicius recommence un peu à être décisif, même s'il rate beaucoup d'occasions. Kylian, il est décisif quasiment à tous les matchs, à la passe D ou au but. Donc aujourd'hui, on a des leaders, mais des leaders qui acceptent de pas être la tête d'affiche, qui acceptent de partager la tête d'affiche. Et ça, c'est différent, tu vois. Parce que même s'il n'y a pas de problème entre les protagonistes dans l'effectif depuis le début de saison, en fait, le problème, il venait de leur zone, de leurs préférences, et qui va jouer où, qui va jouer comment. Donc quand tu as réglé ces problèmes-là, eh ben forcément, c'est magique, et bizarrement, ça marche. Et on le voit sur le terrain. Les joueurs sont heureux, le jeu est fluide, le jeu est solide. Et pour moi, ce 11 de départ apporte toute la sérénité pour absorber les attaques adverses, pouvoir jouer autant bas et après en transition rapide que pouvoir imposer un jeu comme on l'a fait lors des derniers temps. C'est un Real Madrid dans ce 11 qui est vraiment adaptable, qui peut vraiment faire très mal. Tu peux avoir des phases en 4-4-2, des phases en 4-3-3, tu peux avoir des phases où justement l'équipe va peut-être plus se projeter, être plus attentiste, et c'est ce qu'on appelle la polyvalence tactique, et qui nous manquait vraiment, et qu'on n'arrivait pas à appliquer surtout. Et je trouve que là, Carlo, même s'il use un peu trop les joueurs, parce qu'il pourrait des fois à 3-0 faire sortir les joueurs, faire entrer Brahim, Modric, Arda, etc. Et le problème c'est que dans ce 11-là, c'est très difficile. Pour moi, la seule chose que tu peux changer dans ce système-là, c'est soit tu remplaces Jude ou Rodrigo par Brahim, ou alors tu remplaces Tchouaméni par Camavinga, mais tu peux pas sortir par exemple un Ceballos, tu peux pas sortir un Vinicius, tu peux pas trop sortir un Kylian, parce que Hendrick forcément c'est plus compliqué pour lui de combiner avec les autres, c'est plus compliqué de s'imposer là-dedans dans ce système. T'as des joueurs comme Arda aussi où c'est compliqué parce que Jude Bellingham il joue à son poste, c'est-à-dire en général à la pointe du triangle du 4-2-3-1 ou du 4-4-2 comme tu veux, à la pointe surtout de ce milieu de terrain là.
dans l'axe du terrain, c'est pas un joueur qui peut jouer dans le double pivot parce qu'il a pas la capacité de bien défendre, de simplement d'imposer son physique et toute sa classe à ce poste-là qui est un petit peu trop reculé. Lui, Arda, il est mieux quand il est proche de la surface qu'il en est éloigné, et surtout quand tu le mets sur le côté, c'est pas le mec qui va le plus percuter. Arda, c'est vraiment l'axe du terrain, sauf que dans l'axe du terrain, t'as soit Modric, t'as soit Brahim qui vont passer avant lui, et aujourd'hui, Arda est limite 4e dans la hiérarchie. Là où Hendrick, malgré un seul concurrent, n'arrive pas à jouer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, Hendrick et Arda Güler, surtout si Nico Paz doit revenir ou simplement si Modric va prolonger, c'est très très compliqué. Et je pense qu'au bout d'un moment, le Real a peut-être plus besoin d'un deuxième attaquant qui est bon de la tête, qui a un profil à la Rossellou ou quoi, qu'un Hendrick. Et malheureusement, les deux n'arrivent pas à gratter du temps de jeu, les deux n'arrivent pas à se mettre en évidence, n'arrivent pas à faire comprendre à Carlo qui sont là, parce que Arda, quand il est titulaire, le problème c'est qu'il a tellement pas de rythme et de confiance qu'il va se contenter de faire des gestes académiques, des gestes trop scolaires. Il va pas trop prendre ses responsabilités, il va pas trop s'imposer, et c'est un peu le même problème que Brahim. Brahim, quand il est titulaire, je dis pas qu'il est mauvais, mais par rapport aux autres, on sent qu'il est un peu perdu, que ça se marche dessus dans les zones du terrain, qu'il n'arrive pas à se mettre en évidence. Et c'est sûr que par rapport aux stars qui rayonnent, qui peuvent faire tout et n'importe quoi, Brahim aujourd'hui, c'est pas le Brahim de l'an dernier, qui marquait des buts de fou, qui driblait de fou. Il a un peu du mal à faire des différences, même s'il peut marquer et faire des passes D. Mais c'est clair que Brahim l'an dernier, sans Kylian et parfois en l'absence de Jude, il te mettait des buts de fou comme contre Leipzig, etc. Et c'était des buts où il driblait des mecs, il mettait des lucarnes, des enroulés et tout, et là, aujourd'hui, il le fait un peu moins. Je dis pas que marquer et faire des passes D, ça fait tout. Mais là, aujourd'hui, même dans le jeu, il a du mal à faire des diffs. Donc, tu vois, c'est aussi le problème, c'est que quand on a 4 qui sont installés et qui commencent à se comprendre de plus en plus et qui sont de plus en plus décisifs les uns envers les autres, ça empêche finalement les autres de rentrer. Ça fait une barrière concurrentielle importante pour gratter des points et des minutes. Et Carlo, finalement, va leur offrir des points et des minutes que quand c'est une équipe adverse un peu faible ou quand le score, il est vraiment terminé. Et encore que quand il y a 2 ou 3-0 et que le match est facile, il va laisser les 4 fantastiques devant en espérant qu'ils marquent chacun leur but ou qu'ils fassent chacun leur passe D pour qu'ils puissent être en confiance, continuer d'aller de l'avant, etc. au lieu de les reposer. Et c'est aussi ça un problème, c'est la gestion des égos, des vestiaires, la gestion des stats, même si les stats, on s'en fout techniquement, ce qui compte c'est de gagner et que l'équipe soit bonne et qu'on repose les joueurs pour les grosses échéances. Malheureusement, ça joue aussi dans la tête de Carlo. C'est comme à l'époque où Cristiano et Messi, même après un quadruplé, les mecs sortaient pas. Parce qu'il fallait toujours continuer de leur donner de la confiance, des stats, etc. Et c'est le même problème aujourd'hui avec le Real, ou au Barça par exemple avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, même si Hansi Flick, il a plus de propension à les sortir que Ancelotti sort les 4 fantastiques, tu vois. Ça c'est vrai. Mais bon, après, mis à part le temps de jeu et tout, c'est vrai que le schéma tactique aujourd'hui qui a eu du temps à se mettre en place, qui a eu mis du temps à se trouver par ce 11, ça condamne un peu certains joueurs. Et que malheureusement, tu tournes toujours avec Carlo sur les 12, 13, 14 mêmes joueurs. Et ça condamne les autres. Et malheureusement, ça les poussera pas à rester l'année prochaine. Et il faudra vraiment un gros discours éventuellement de Xabi Alonso pour les garder, avec de grosses promesses, une grosse adaptabilité, et que Carlo Ancelotti pourra pas leur offrir, parce qu'on sait très bien qu'il est rigide et qu'il change pas d'avis. Quand il a une idée en tête, il change pas d'avis. Peu importe ce que lui dit son fils ou les cadres du vestiaire, il change pas. Enfin bref, je pense avoir tout dit les amis à ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et en tout cas, j'ai hâte de débattre avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas en tout cas qu'on se retrouve très vite cette semaine avec la Copa del Rey, avec le match du Barça Atlético et Real Sociedad. Et après, on fera bien sûr d'autres vidéos dans la semaine. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À la Madrid, in Adamas et ciao les gars.